Citoyenneté et empire à Rome, 1er, 3e siècle. Grand 1, la citoyenneté dans l'empire romain du 1er au 3e siècle, une citoyenneté ouverte. Et tout d'abord, étudions le cadre spatial de la citoyenneté athénienne. Alors, ce cadre spatial de la citoyenneté athénienne, c'est l'empire romain. L'empire romain est constitué à l'origine de la cité de Rome, en Italie, et s'est peu à peu agrandi au fil des conquêtes, notamment à la mort d'Auguste, puis au 1er siècle et enfin au 2e siècle. Le 2e siècle qui marque l'extension maximale de l'Empire romain, qui fait alors 3 millions de kilomètres carrés. Petit 2, les conditions d'accès au statut de citoyen. Tout d'abord, être citoyen romain. En fait, à la naissance, pour être citoyen romain, il faut être le fils d'un citoyen également romain. Mais bien sûr, d'autres moyens existent pour obtenir la citoyenneté romaine. On ne naît pas citoyen, mais on le devient. Ainsi, les esclaves affranchis peuvent avoir certains droits civiques limités si leur ancien maître est citoyen romain. Parmi ces droits, on peut citer le fait de devenir magistrat, de devenir des soldats, de voter à certaines assemblées. Les étrangers qui ont servi plus de 24 ans dans les troupes auxiliaires des légions romaines peuvent obtenir également le droit de cité. On appelle le droit de cité l'ensemble des droits dont bénéficient les citoyens romains, sous-entendu la citoyenneté. De même, l'empereur peut accorder la citoyenneté aux habitants d'une cité conquise, par exemple, ou à titre personnel. Mais tous les citoyens ne sont pas égaux. Derrière l'apparente uniformité, la citoyenneté romaine est en fait très inégalitaire, et notamment les citoyens ne sont pas égaux devant la loi de Rome. On peut diviser les citoyens en deux grandes catégories. Les honestiores, c'est-à-dire les citoyens les plus riches, eux peuvent accéder aux fonctions importantes, parce que les magistratures à Rome sont distribuées selon la catégorie sociale. Plus elles sont élevées, plus il faut être riche pour les autres obtenir. Les autres citoyens font partie de la catégorie de la plèbe, appelée aussi les humiliores, et ils n'accèdent pas, ils ne peuvent pas accéder aux fonctions importantes de l'État. Grand 2, vivre en citoyen dans l'Empire romain du 1er au 3e siècle. Petit 1 d'abord, des droits et des devoirs particuliers. Alors, la citoyenneté à Rome n'est pas avant tout une citoyenneté politique. C'est-à-dire que les droits politiques sont extrêmement réduits, puisque peu à peu, l'empereur concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Donc les citoyens romains perdent leur pouvoir politique, même si l'empereur maintient les institutions de l'ancienne République en place, avec l'illusion qu'il y a une vie politique à Rome. Le vrai rôle politique des citoyens se réduit en fait d'abord à l'élection des magistrats de leur cité, ensuite à, pourquoi pas, l'entrée en charge en tant que conseillers municipaux, et puis enfin, mais plus rarement, ils peuvent, ces citoyens, participer au cursus honorum, c'est-à-dire gravir les échelons des magistratures qui peuvent les conduire jusqu'au Sénat de Rome. La qualité de citoyen romain se caractérise aussi par des devoirs très importants. Ainsi, tout citoyen romain doit payer ses impôts. Il doit également participer au culte public et à la vie religieuse et culturelle. Et puis, il doit défendre l'Empire en combattant ou en finançant l'armée. Petit 2, la participation des citoyens romains à la vie de la cité. Alors, d'abord, être citoyen, c'est faire preuve de signes visibles, c'est porter des signes visibles, notamment le port
de la toge, qui est un privilège des citoyens, qui permet une reconnaissance entre citoyens, et puis l'adoption du tria nomina, c'est-à-dire des trois noms qui signent en quelque sorte l'identité du citoyen romain. La participation, c'est également la participation aux spectacles et aux cérémonies religieuses, qui sont très nombreux. Ces spectacles ont avant tout une fonction politique, puisqu'ils permettent aux citoyens de se rencontrer, voire même de s'exprimer. Ainsi, entre le 1er et le 3e siècle, l'opinion publique romaine s'exprime au cirque, il s'exprime aussi dans les théâtres, dans les amphithéâtres, dans les thermes romaines, alors que les plus riches des citoyens ou l'empereur financent les spectacles ou les cérémonies religieuses. Alors, au total, petit 3, on a une citoyenneté à plusieurs vitesses en quelque sorte. Il y a plusieurs degrés dans cette citoyenneté romaine, au-delà de la richesse qu'on évoquait tout à l'heure. D'abord, on peut distinguer les cités de droit romain. Dans ces cités de droit romain, les habitants, qui sont citoyens, jouissent d'une citoyenneté romaine entière, c'est-à-dire avec tous les droits qui vont avec. Mais il y a aussi dans la hiérarchie romaine les cités de droit latin. Alors dans les cités de droit latin, les habitants, qui sont, s'ils sont citoyens en tout cas, jouissent d'une citoyenneté romaine partielle, c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas de tous les droits de la citoyenneté, ils ne peuvent profiter que de certains d'entre eux. Enfin, les cités pérégrines, lorsque les habitants de la cité n'ont pas la citoyenneté romaine du tout, ou on parle aussi des pérégrins, c'est-à-dire les individus qui n'ont pas la citoyenneté romaine. Des pérégrins qui peuvent aussi être dans des cités de droit romain ou dans des cités de droit latin. Grand 3, vers une citoyenneté universelle dans l'Empire romain. Et tout d'abord, voyons la romanisation des élites. Depuis le début du 1er siècle, l'Empire romain s'étend. Ainsi, les Romains doivent fidéliser les élites des provinces conquises pour mieux les administrer. Alors, cette fidélisation va passer par la romanisation. Cette romanisation, c'est-à-dire le fait que les populations nouvellement conquises adoptent les modes de vie romains. En fait, c'est surtout les élites urbaines des provinces conquises qui se convertissent au mode de vie romain. Ainsi, elles adoptent le latin comme langue, elles vont prier les dieux romains, elles vont adopter les habitudes romaines, par exemple se rendre au terme. Et dans ce cadre-là, la citoyenneté romaine symbolise la réussite sociale de ces élites. De même, les villes provinciales sont construites sur le modèle romain. Là, vous avez l'exemple des vestiges archéologiques de Timgad, qui se trouvent en Algérie actuelle. Ces villes provinciales adoptent le plan quadrillage, adoptent aussi les monuments qui sont d'identité romaine, souvent financés par les élites, c'est-à-dire les amphithéâtres, les thermes, le forum, c'est-à-dire la place publique, les arcs de triomphe, et tous ces lieux publics sont le point de rencontre des nouveaux citoyens. Ils illustrent le succès de la romanisation de l'Empire, qui part des villes pour se diffuser plus difficilement, il faut le noter, dans les campagnes. La citoyenneté universelle passe aussi par plusieurs mesures et par une extension de la citoyenneté. Alors, on va citer ici deux mesures qui sont prises. D'abord, l'élargissement sous l'empereur Claude. En 48, l'empereur Claude va accorder le droit de cité aux notables gaulois. Une partie de son discours au Sénat romain est gravée sur des plaques de bronze qu'on appelle les tables claudiennes. Ainsi débute l'extension de la citoyenneté romaine aux populations des provinces conquises et elle va s'échelonner jusqu'en 212.
En 212, l'empereur Caracalla, par un édit célèbre, va donner la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, riches ou pauvres. À ce moment-là, c'est bien sûr la fin du processus d'extension de la citoyenneté romaine. Vous pouvez maintenant compléter votre chronologie en rajoutant la mesure de l'empereur Claude en 48 et également l'édit de Caracalla en 212.